Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous montrer comment on a transformé une application de rencontre en un système de géotracking. Donc pour ça, on va vous présenter d'abord un petit peu l'état de l'art, un petit peu de théorie sur tout ce qui est localisation GPS, et enfin on vous montrera le résultat. Donc on a développé un outil qui permet de suivre les gens dans la rue. Deux, trois mots sur nous. Donc on est deux Julien, donc c'est un peu compliqué à Synactive, mais bon, on se débrouille. Ça fait quelques années maintenant qu'on vient à la NDH, donc on est un peu habitué. Donc on va s'arrêter là pour cette partie. Fluxus a déjà présenté un petit peu les activités. On entend beaucoup de bruit autour de tout ce qui est surveillance de masse, etc. Donc il y en a qui ont beaucoup de moyens, etc. Bon, nous on n'a pas de moyens. Mais on va quand même vous présenter les travaux qui ont déjà été faits par d'autres, des écoles, etc. Quelques cas concrets. Donc ça, je vais laisser l'autre Julien présenter cette partie. Alors, dans cette partie, je vais vous présenter les différentes manières de faire de la géolocalisation du pauvre, comme on appelle ça. Donc la géolocalisation du pauvre, c'est les gens qui essayent de trouver votre position précise sans avoir accès à votre position GPS exacte via, par exemple sur une application Android, au privilège de géolocalisation. Donc, par exemple, sur Waze, donc en 2016, l'Université de Californie, ils ont pondu un papier à propos d'un POC en fait, qui permet de géolocaliser les gens et de les suivre à la trace, et donc de déterminer leur trajet et de déterminer leur position exacte. Comment ça se passe? En fait, sur Waze, on peut définir une zone à scanner et on va récupérer la position exacte de tous les gens qui sont dans la zone. Donc on récupère la position de l'utilisateur A, B, C, D, peu importe. Et donc eux, ils ont eu l'idée de cette zone rectangulaire d'en coller 20 côte à côte. Donc de définir un grand rectangle de 20 zones et en fait de choisir une cible dans une de ces zones et de la suivre à la trace. Donc ce qu'ils font, c'est que une fois qu'ils ont défini leur cible, à chaque fois que la cible ils détectent qu'elle bouge, et ils recentrent leur zone pour que la cible se retrouve au milieu de leur gros rectangle. Donc Uber, encore un peu plus récent, vu que c'est la mode des bug bounty, il y a sur labs.integrity.pt, ils ont publié un write-up des différentes vulnes qu'ils ont remontées sur l'application Uber. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'on peut aussi extraire des données de géolocalisation. En fait, quand vous appelez un chauffeur et que vous annulez la course juste après que le chauffeur vous ait accepté et qu'il ait dit je viens vous chercher, et en fait, vous récupérez son numéro de plaque, son numéro de licence et les coordonnées de où est partie la dernière personne et où il l'a déposée, ainsi que son user ID et d'autres informations. Donc ça peut être intéressant si vous voulez géolocaliser quelqu'un, savoir d'où il est parti et où il est allé. Donc voilà. Par exemple, quand vous utilisez Google Maps sur votre téléphone, Google Maps va vous demander tu as bien activé la géolocalisation sur ton téléphone, est-ce que tu veux que je sois plus précis en utilisant les réseaux Wi-Fi? Et alors ça, comment ça fonctionne? En fait, Google, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mappé tous les hotspots et tous les réseaux Wi-Fi, enfin une grosse partie des réseaux Wi-Fi dans le monde. Et ils vont détecter à peu près, tu détectes Free Wi-Fi ici, et puis Bouygues, machin. Et donc en fait, tu dois te trouver à peu près par là. Donc ça veut dire que quand le signal GPS est plus faible, ils sont capables de reconstituer votre position approximative à partir des réseaux Wi-Fi que vous captez depuis votre téléphone. Donc ça peut être intéressant et c'est un peu le système qu'on va utiliser nous avec l'application de dating. Et donc il y a des projets qui sont intéressants, par exemple Wiggle.net, ils font à peu près la même chose. Ils ont répertorié un grand nombre de hotspots à travers la planète et ça vous donne une map. Et donc en fait vous pouvez faire comme Google Maps. Si vous faites une appli Android toute simple qui ne demande pas la géolocalisation mais qui demande juste l'état des réseaux Wi-Fi, vous allez pouvoir déterminer où la personne est sans lui avoir demandé les privilèges de géolocalisation. Donc ça peut être intéressant. Et on a d'autres projets communautaires comme Snoopy en fait qui vous dit nous on drop des Raspberry Pi un peu partout sur la planète et en fait quand il y a des téléphones qui arrivent et qui balancent des infos sur le Wi-Fi,
eh ben, moi je suis en mesure de le reconnaître parce que j'ai plusieurs Raspberry et donc dire bah, cette personne c'est la même et elle se trouve là. Donc je vous invite à aller voir ces projets, c'est assez intéressant. Encore plus récent, donc je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière, il y a des gens qui se sont interrogés parce qu'ils se sont rendus compte que sur Facebook, il y avait des nouvelles fonctionnalités un peu bizarres qui étaient apparues. Donc là, on a le cas d'un utilisateur sur Reddit qui dit bah, moi je suis allé chez mon psychiatre, bon peu importe, hein, et donc je suis rentré chez moi et j'ai allumé mon application Facebook et c'est bizarre, l'application Facebook dans les amis qu'elle me proposait, les nouveaux amis à ajouter, et ben, il y avait un mec que j'ai croisé, que je connais ni d'Ève ni d'Adam, j'ai aucun pote en commun avec lui, mais elle m'a proposé comme ami. Et donc il s'est demandé, est-ce que c'est utilisé par la géoloc? Et donc là, il y a des gens qui ont demandé à Facebook, ils ont dit, bah alors Facebook, vous utilisez la géolocalisation pour nous proposer des amis, c'est pas... on nous a pas demandé, quoi. Et donc Facebook, premièrement, il a dit, non, nous on n'utilise pas la géolocalisation, pas de ça chez nous, on n'est pas Big Brother. Et en fait, une semaine après, ils ont dit, bon, en fait, peut-être que c'est un de nos critères pour vous proposer des amis. Bon. Donc là, on peut se poser la question aussi, pour faire de la géologue du pauvre, qu'est-ce qui se passe si j'enlève des critères? Parce que si c'est un des critères, si j'élimine tous les autres, c'est-à-dire que quand vous enregistrez un nouveau compte Facebook, il va peut-être rechercher dans votre répertoire de téléphone, il va rechercher par rapport à votre adresse email dans vos contacts. Si vous enlevez tous ces paramètres-là, que vous partez avec un nouveau numéro de téléphone et un nouveau répertoire, par exemple, il va se baser sur les critères qui lui restent, donc à savoir la géolocalisation. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc nous, on a essayé de faire pareil avec une application de dating. Et donc il y a Julien qui va vous expliquer comment on a fait pour déterminer la géolocalisation de quelqu'un avec cette application-là. Ok, alors avant de partir vraiment dans le détail, on va un peu poser le contexte. Pourquoi est-ce qu'on a regardé cette application? Bah, c'est simple, hein. Il y a longtemps, on cherchait l'amour. On a testé plein d'applications, hein, sur les markets, il y en a vraiment foison. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de robots, c'est assez frustrant. Alors on s'est dit, pourquoi pas regarder les applications GPS? On se dit, il y aura peut-être moins de robots juste à côté de chez nous, hein, on va peut-être moins croiser de robots dans la rue. Donc on a regardé plus ça en détail. On s'est demandé, par des formations professionnelles, bien entendu, bah, à quel point c'est précis, est-ce qu'on peut suivre quelqu'un? Et ben, aujourd'hui, on va voir que c'est possible. On va fixer un petit scénario. Plutôt que de suivre des filles, alors là, je suis désolé, c'est un peu mangé, hein, mais bon, je pense que les Français comprendront. On va se placer à la place des femmes et on va essayer de trouver des mecs un peu bizarres qui essaient de vous suivre dans la rue ou qui n'arrêtent pas de vous spammer dans l'application. On a envie un peu de prendre notre revanche sur Jean-Pierre. Donc ça va être un petit peu le but de cette présentation. Je vais vous présenter un petit peu rapidement comment l'application fonctionne. Donc on ne va pas citer le nom de l'application, bien entendu, mais je pense que certains ici vont la reconnaître. L'application fonctionne de la manière suivante. C'est vous promenez dans la rue, vous allez en soirée, etc. Et l'application va vous notifier, entre guillemets, si vous croisez des gens ou pas, selon des préférences de match. Donc c'est disponible sur Google Play et Apple Store, donc faites-vous plaisir. Alors, un peu plus de détails, votre téléphone il va envoyer toute la journée en fait vos coordonnées GPS, donc de manière régulière. Donc il y a des triggers qui vont vraiment activer cette fonctionnalité-là, mais c'est assez souvent, hein, c'est peut-être toutes les 2 minutes, un truc comme ça. Ensuite le serveur il calcule des potentiels matchs, et quand nous on va sur l'application, il nous envoie les potentiels matchs. Et en plus, il vous dit, cette personne-là, tu l'as croisée quand tu étais à tel coin de rue, à telle heure. Donc c'est déjà intéressant comme localisation, mais bon, en fait, on voit qu'on n'est pas si précis que ça. On ne voit pas en bas, c'est mangé, mais en fait, ça va par palier. En fait, le plus proche qu'il peut nous dire, c'est tu as croisé cette personne à 250 mètres. Pour être plus précis, en fait, 250 mètres, ça correspond pour l'application maintenant. Donc maintenant, tu peux voir cette personne. Bon, alors, en vrai, c'est pas tout à fait possible parce que bon, 250 mètres, ça fait grand. Hein, si vous faites en 360, ça fait quand même 5 terrains de football, donc 500 mètres. Donc, nous, on va essayer d'améliorer ça. Petite restriction, c'est qu'on ne peut pas bouger trop vite parce que sinon, on a une activité suspecte. Et évidemment, les serveurs détectent ça et nous bloquent notre compte.
Donc voilà, si on arrive, entre guillemets, à améliorer cette position, plutôt que 250 mètres, essayer de réduire vraiment un point un peu plus précis, on va être capable de suivre Jean-Pierre. Donc pour ça, je vais vous laisser Julien vous présenter un petit peu les bases de la géolocalisation. Alors, on s'est dit, ok, on veut faire de la géolocalisation et c'est une grande ambition, mais comment ça marche? Parce que nous, à la base, on fait du pentest chez Synactive et les GPS, moi, j'en ai jamais vu un personnellement. Donc la géolocalisation et le GPS en particulier, comment ça fonctionne? Donc un GPS, pour vulgariser, on a besoin de 3 satellites qui... donc le premier, on va lui demander à quelle distance je suis de toi. Il va nous répondre une distance. Pour un satellite, en fait, une distance, ça pose un point sur une sphère. Il ne sait pas où on est, il sait qu'on est sur une sphère qui est à telle distance de lui. Donc, c'est pas suffisant. Nous, on a besoin d'un point, on n'a pas besoin d'une sphère. Donc, on appelle un deuxième GPS un deuxième satellite, à la rescousse. Et le deuxième satellite, il nous dit, toi, tu es à telle distance de moi. Donc, potentiellement, ça nous fait l'intersection des 2 sphères, donc un cercle. Donc un cercle, c'est bien encore, mais nous, on a vraiment besoin d'un point, quoi. On veut vraiment de la précision. Donc on appelle encore un 3e satellite à la rescousse, et donc dans le meilleur des cas, on va obtenir un point, mais dans la plupart des cas, en fait, on obtiendra l'intersection de 2 cercles, et donc c'est-à-dire 2 points. Donc en fait, en pratique, il en faut entre 4 et 12 pour déterminer une position exacte. À savoir que, pour la petite information, un GPS civil, c'est 3 à 8 mètres de précision, donc c'est honnête, mais voilà. Et les militaires, ils sont mieux lotis parce que c'est des militaires, et donc ils ont 1 à 3 mètres de précision. Donc c'est bien, mais un militaire, quand même, il a envie d'avoir un peu mieux. Et donc il dit, non, moi, je veux encore moins que 1 à 3 mètres de précision. Donc on a inventé le DGPS, donc le DGPS différentiel. Et en fait, c'est tout bête, c'est exactement la même chose, sauf qu'on rajoute en plus une station de référence sur Terre, qui va faire office de satellite, mais sur Terre, avec un point fixe. Et donc ça va nous permettre de raffiner à moins d'1 mètre jusqu'à quelques centimètres la précision de la géolocalisation. Donc ça, c'est bien, c'est pour les satellites. On voit que plus on a de satellites, plus on est précis. Mais ça marche aussi pour le GSM. Donc tout à l'heure, il y a Sébastien qui a fait une présentation sur le GSM. Et en fait, on peut géolocaliser aussi avec le GSM. Et la technologie la plus utilisée pour géolocaliser avec le GSM, c'est ce qu'on appelle le Cell ID. Et en fait, ça va être un identifiant, c'est tout bête, c'est l'identifiant des base stations qui nous entourent. Et donc en fait, si on détermine qu'on est dans la zone de diffusion de telle base station, ça va nous permettre de déterminer qu'on est à un point ou à une zone en particulier. Donc ça peut être intéressant. Et en fait, si vous êtes paumé dans la rue, vous pouvez utiliser aussi cette méthode pour savoir où vous êtes. Parce qu'il y a des bases de données comme OpenCellID sur Internet qui vont nous permettre de savoir que la base station qui a l'identifiant X, elle se trouve là. Donc ça vous permet aussi de faire l'inverse. Et si vous n'avez pas de GPS et que vous avez juste accès à la base de données OpenCellID, de savoir où vous êtes à partir de votre téléphone. Donc nous, pour arriver à notre fin, on a dit, en fait, le GPS, c'est juste une question de nombre. En fait, on a besoin, plus on a de GPS ou plus on a d'antennes, plus on va être précis. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour trouver Jean-Pierre? D'amener des potes, en fait. On va demander juste à des potes de venir nous donner les infos sur Jean-Pierre. Et donc, on va les utiliser comme des satellites. Et donc, après, on s'est dit, Waze, comment ils font, eux, pour le traquer après, une fois qu'il a rapetissé la position où se trouve Jean-Pierre? Comment on fait pour le suivre? Parce qu'il marche après Jean-Pierre, enfin on espère. Et donc c'est ramener encore plus de potes pour couvrir une plus grande zone. Et donc Julien, vous expliquez quels sont les problèmes ramener des potes dans l'application. Alors pour commencer déjà, évidemment, si on veut pouvoir suivre une personne, il va falloir qu'on ait des profils similaires. Donc ça est lié au fait que le serveur signale des matchs seulement si les préférences sont mutuelles, etc. Bon, du coup, nous, on a choisi des femmes d'à peu près 30 ans qui recherchent des femmes. On aurait pu chercher aussi des femmes. On peut chercher les deux dans l'application, c'est génial. On s'est juste focalisé sur les Jean-Pierre. Mais il y a quelques problèmes, parce qu'on a dit, voilà, plus on a d'amis, plus ça va être précis, etc. Le problème, c'est que l'application,
bah, ça marche avec Facebook. Donc il faut pouvoir créer pas mal de comptes Facebook. Et Facebook, lui, il n'aime pas trop ça. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais bon, il va vous demander pas mal de choses. Par exemple, c'est vraiment des trucs qu'on a eu, hein, il va vous demander, par exemple, de fournir une carte d'identité, une pièce d'identité. Difficile à bypasser, puisque quand on l'upload, il faut attendre une validation manuelle de la carte d'identité pour passer. Donc bon, nous, on n'avait pas de fausse carte d'identité sous la main. Il y avait aussi, on va dire, on pouvait faire par numéro de téléphone, donc recevoir un code d'activation par SMS ou par appel. Mais bon, c'est un peu embêtant. Il y a quelques solutions, des solutions gratuites. Donc on peut demander à tous nos amis, nos collègues, etc. de recevoir des SMS pour nous ou des appels. Bon, ça marche un petit peu, mais bon, en général, on est limité à 1 ou 2 codes et puis après, c'est fini. On peut aussi essayer d'utiliser tout ce qui est service en ligne de SMS. Alors ça marche absolument pas, parce que la plupart des numéros sont bloqués, ou alors ils sont déjà pris. Si on est prêt à mettre un petit peu d'argent, on peut demander à notre opérateur d'avoir un numéro supplémentaire. Mais bon, nous, on essaye de faire un truc du pauvre quand même. Mais bon, si on avait vraiment les moyens aussi, on aurait pu carrément louer des fermes de comptes Facebook sur les réseaux un petit peu obscurs. Donc là, on a réussi quand même à avoir quelques agents grâce au numéro de téléphone de nos potes. Mais bon, on n'en a pas énormément. Du coup, on va voir comment les placer de manière efficace pour couvrir une zone, on va dire, raisonnable. Et ça, c'est Julien qui va vous présenter cette partie. Ok, donc Julien a résumé, on n'a pas beaucoup d'agents, donc là il va falloir faire des calculs mathématiques de pointe pour savoir comment on place nos agents. Donc accrochez-vous, ça va être compliqué. En fait, comment on optimise l'espace pris par nos agents tout en gardant un niveau de géolocalisation de la personne qui est satisfaisant. Donc là, on a regardé plein de papiers un peu compliqués sur tout ce qui est pavage et tessellation, etc. Donc c'est comment optimiser l'espace. Ça date de la nuit des temps. Hein. Les Romains, ils dessinaient déjà des trucs avec des petits carreaux, donc ça remonte un petit peu. Donc il y a deux façons qui ont retenu notre attention de distribuer l'espace. C'est soit de faire une grille carrée, donc un grillage, il n'y a pas plus bête, et soit de faire la même chose avec des triangles. Alors on s'est dit, il doit y avoir un intérêt à faire l'un ou l'autre. On a regardé des formules hyper advanced, et bon, on a dit, les triangles c'est mieux. Pourquoi ? Les triangles, en fait, là, sur la figure de gauche, vous avez un triangle et un carré qui occupent exactement la même aire. Donc, en fait, la seule différence, c'est que pour le triangle, on en a besoin de 3 des agents, évidemment. Enfin, un triangle, 3 sommets, et un carré, 4 sommets. Donc là, j'espère que vous vous accrochez au niveau des maths. Et en fait, c'est quand on veut doubler et donc avoir 2 triangles ou 2 carrés que ça devient intéressant. C'est que déjà, on avait besoin de plus d'agents pour construire un carré, donc 4. Et par contre, si je veux faire un nouveau carré à côté, j'ai besoin de 2 agents supplémentaires que je vais positionner d'un côté ou de l'autre. Et donc, ça me porte à 6 agents pour doubler l'aire. Et par contre, si j'utilise des triangles, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un seul agent pour doubler l'aire. Donc on passe de 4 sur le triangle pour doubler l'aire à 6 pour le carré. Donc on s'est dit, les triangles, c'est bien. Et en plus, les triangles, bon, il y a des petites histoires. Donc, on a choisi les triangles. Maintenant, on s'est dit, comment on les espace, les triangles, pour savoir où est-ce qu'est Jean-Pierre, parce que si je les espace trop, je vais me retrouver avec des cercles de 250 mètres, et au final, je ne serai pas plus avancé que si je lui cours après. Donc, si je les espace d'1 kilomètre, ça ne sert à rien. Donc nous, on s'est dit, premier abord, 250 mètres, on les espace par rapport à nous. Donc il faut bien imaginer qu'en fait, on est au centre du triangle, là où il y a la flèche rouge qui pointe, et on les espace de 250 mètres de nous, donc tout autour de nous. Donc un triangle équilatéral. Et en fait, on s'est rendu compte que 250 mètres, c'est bien, ça nous donne des jolies rosaces, mais en fait, les 3 zones d'intersection, on a très peu de chances d'atterrir dedans. On a très peu de chances que notre Jean-Pierre, il atterrisse dedans. Donc on s'est dit, en fait, c'est bien, mais c'est pas satisfaisant. Il a plus de chances de tomber dans la grosse zone à côté et qu'on soit aussi perdu qu'au départ. Donc on a commencé à faire 2-3 essais, et en fait, on s'est rendu compte que 240 mètres, c'était un peu mieux, parce qu'on a une zone centrale, et on a des zones qui sont un petit peu plus statistiquement, on a plus de chances que Jean-Pierre tombe dans une zone plus satisfaisante. Donc 240 mètres, on a dit ok, c'est bien pour trouver Jean-Pierre, par contre ça donne quoi en couverture? Donc on avait 10 agents au début, et on s'est dit
10 agents, ça me donne combien d'espace de couverture? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 10 agents, si je les déploie comme ça, en fait, ça me donne à peu près 1 km 250 en largeur et 722 mètres en hauteur. Donc c'est quand même assez honnête. Quelques petites stats, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des stats. Si je veux couvrir Disneyland Paris, il me faut environ 75 agents. Bon, vous risquez d'embêter un peu vos potes, alors envoyez des textos toute la nuit pour qu'ils vous envoient les codes d'activation pour créer les comptes Facebook. Mais au final, 75 agents, c'est réalisable. Et puis même sur les marchés d'Europe de l'Est, ça ne doit pas coûter tant de bitcoin que ça. Par contre, ça se complique. Dès que je veux couvrir Paris en entier, là, j'ai besoin d'un petit millier d'agents. Donc là, ça devient vraiment compliqué. 1000 comptes Facebook comme ça, soit ça va me coûter de l'argent, soit j'ai plus aucun pote après avoir fait mon truc. Et si je veux couvrir la France entière, là, c'est carrément 6 millions d'agents qu'il me faut, donc on oublie. Donc on reste vraiment sur des petites zones et du tracking de personnes. On veut juste trouver un Jean-Pierre. On ne veut pas suivre tous les Jean-Pierre de France, et Dieu sait qu'il y en a apparemment. Donc voilà. Sur une vraie map, en fait, là, sur la map que je vous présente, là, on avait 14 agents. Ça donne ça, en fait. Là, on est localisé à peu près sur la Tour Eiffel, parce que Euro 2016 oblige. On voulait voir les fans de foot qui convergent vers la fan zone. Qu'est-ce que ça me donne? Donc, en fait, je couvre une bonne moitié du 7e arrondissement et un petit bout du 15e. Donc c'est quand même honnête, avec juste 14 agents. Je me suis juste brouillé avec mes collègues au travail à leur envoyer des messages, donc ça va. Et donc maintenant, on imagine que moi j'ai déployé ma grille et il y a un Jean-Pierre qui rentre et qui m'envoie un poke dans l'application. Alors là, je me dis, ça commence à m'énerver, moi. Enfin, j'aime pas me faire poker par des mecs bizarres. Donc je dis ok, je déploie ma grille autour de lui, j'envoie 3 agents. Où est-ce qu'il est mon Jean-Pierre pour que je l'attrape? Donc en fait il peut être que dans 3 zones, parce que vous vous rappelez que moi je suis au milieu des points A, B et C, je sais pas si vous voyez bien. Donc je suis situé dans la zone verte et en fait il y a que 3 possibilités de 3 types de zones vraiment où Jean-Pierre peut être. Il va y avoir la zone bleue, donc qui est la moins précise, mais on divise quand même par 4 la surface qu'on avait au début. Donc ça veut dire que la surface de rayon 250 mètres, on l'a déjà divisée par 4. Ça devient quand même un peu honnête. La zone orange, on divise par 18. 18, ça fait quand même un bon ratio. Et la zone verte, c'est 13 mètres sur 13 mètres en fait. Donc je ne sais pas si vous imaginez dans la rue, mais à 13 mètres, moi je peux courir après Jean-Pierre et l'attraper, il n'y a pas de problème. Donc on divise par 357 la surface de départ. Donc ça commence à devenir assez honnête. Mais on s'est dit, ouais, la zone verte c'est parfait, mais par contre les zones bleues et oranges, on aimerait bien aller un peu plus loin parce qu'on ne court pas si vite que ça. Donc on s'est dit, on va essayer en fait de faire en sorte, dans une deuxième passe, que Jean-Pierre se retrouve dans notre zone verte. Donc on rappelle, hein, les agents, imaginons que je viens de les bouger à l'autre bout de la planète, ils n'ont plus le droit de bouger. Les serveurs, ils vont me dire non, t'attends 5 minutes, tu dois être essoufflé, repose-toi. Donc la solution, c'est d'apporter 3 nouveaux comptes qu'on va appeler des agents volants. Et les agents volants, c'est bien, mais où est-ce qu'on les place? Donc c'est tout bête, encore une fois, hein, c'est des mathématiques de pointe. C'est, je définis la nouvelle origine comme ça, je trace un trait entre les 2 points. Donc par exemple, imaginons dans le cas orange, il a été capté par l'agent A et l'agent B qui était en bas à gauche. Comment je définis ma nouvelle origine? C'est simple, juste au milieu des points A et B, donc pile au milieu de la zone orange. Et pour la zone bleue, c'est simple, hein, c'est entre le point B et la position où moi j'étais au départ. Donc c'est-à-dire le centre du triangle. Ensuite, qu'est-ce qu'il suffit de faire? C'est simple, je prends une empreinte avec mes 3 agents volants et normalement j'ai statistiquement beaucoup plus de chances que mon Jean-Pierre se soit retrouvé de la zone bleue à une zone orange ou carrément à une zone verte, ou de la zone orange jusqu'à une zone verte, donc d'avoir amélioré la précision de mon Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On a fait plein de géométrie, on a fait plein de maths un peu compliquées, et en fait on veut en faire une web app parce que c'est à la mode. Julien va vous expliquer comment on a mis toute cette géométrie dans une web app. Alors, on a fait la géométrie, et maintenant on se retrouve en fait avec un outil qui fonctionne avec 2 modes. Donc le premier mode, ça va être un peu en mode passif.
C'est-à-dire qu'en fait, on va juste déployer nos agents et de temps en temps, on va regarder qui est autour de nous. C'est-à-dire qu'on va interroger le serveur. Le serveur va nous dire maintenant, donc à moins de 250 mètres, tu peux voir telle ou telle personne. Donc ça, on rafraîchit toutes les 2 minutes. On met à jour la position s'il y a besoin, s'il a bougé ou pas. Et de cette manière, en fait, on va pouvoir tracer passivement en fait, des chemins, si les personnes ne se déplacent pas trop vite, bien sûr, hein, mais bon, au niveau de la Tour Eiffel, a priori, on se déplace principalement à pied, peut-être en courant pour ceux qui font du jogging sur le champ de Mars. Après, on a un deuxième mode, qui est le mode track. Donc là, on va utiliser en fait les agents volants. Donc une fois qu'on a choisi notre cible, on dit OK, maintenant celui-là, je le suis, et on va à chaque fois affiner sa position avec les agents volants. On va recalculer le nouveau centre de la grille, on va rebouger la grille, et ça, on va le répéter jusqu'à ce qu'on en ait marre de suivre Jean-Pierre, en fait, hein, ou qu'on l'attrape. Et de cette manière, si on garde la grille, en fait, toujours sur Jean-Pierre, si jamais il se déplace très vite, ou si, je sais pas, il prend le métro, on perd sa position GPS pendant 10 minutes, on espère qu'il n'aille pas trop loin non plus, et qu'il reste dans la grille, et qu'on puisse le recapter un peu plus tard. Et au final, on obtient un truc qui fonctionne. Alors, on a un outil basique, hein, c'est entre guillemets une page web qui contient toutes les informations nécessaires. Donc c'est fait avec tout plein de technos qui sont à la mode, on s'est fait plaisir. En même temps, ça nous facilite la tâche, hein, c'est fait assez rapidement. Et maintenant, on va vous montrer une petite démonstration, si ça veut bien fonctionner. OK. Ouais, tu peux dézoomer, s'il te plaît? Attends. Bon, Julien essaye de se dépatouiller avec LibreOffice parce que LibreOffice, c'est un logiciel bien. Et donc d'essayer de montrer la web app. Donc dans la zone de gauche, vous avez les utilisateurs qu'on a vus. On a anonymisé, bien sûr, parce qu'on n'allait pas mettre des gens sur Internet. On n'allait pas mettre leur tête au milieu d'une conférence sur leur accord. Donc on a mis des photos de Jean-Pierre partout, ou des photos de mecs un peu bizarres. Donc quand on clique sur une personne, donc un Jean-Pierre de gauche, en fait on a un cadre qui apparaît à droite avec toutes les positions où il a été repéré. Et en fait on a fait un truc malin, c'est qu'à chaque fois qu'on le repère et qu'il n'a pas bougé, on ne réenregistre pas en base sa position, parce que sinon ça ferait des nœuds dans tous les sens. Et l'API Google Maps ne nous permet pas de faire des waypoints, plus de, je crois, 7 ou 8 waypoints sur une carte. Donc voilà. Et maintenant, je passe la parole à Julien. Alors, je suis désolé, j'avais pas chargé la page, mais petit souci technique. Normalement, ici, il y a une carte qui s'affiche. Donc, c'est celle qu'on vous a montrée en fait dans les slides. Voilà. Donc, en fait, on peut tout simplement cliquer sur le Jean-Pierre qu'on veut suivre, et on aura l'historique de ses positions avec un petit indice de couleur pour savoir si c'était une position précise. Donc, ça reprend en fait les zones que Julien vous a présentées, soit la zone bleue, la zone orange ou la zone verte. On a ajouté aussi une petite fonctionnalité, en fait, si vous voulez, l'application, elle est sympa, c'est qu'elle vous leak votre Facebook ID. Donc, en fait, normalement, vous êtes censé voir que, entre guillemets, son prénom et son nom et son âge. Mais en fait, on peut voir bien plus. Il suffit de cliquer sur le bouton voir sa page Facebook. Et normalement, j'espère que ça va précharger. Voilà, on atterrit sur sa page Facebook. On peut voir son nom complet, on peut essayer de chercher ses amis, regarder ses photos. On aura peut-être plus d'informations sur lui. Donc c'est un peu rigolo pour une application qui, normalement, ne donne que le prénom de la personne. Ouais, c'est tout, je crois. J'ai oublié. Bon, il y a quelques, quand même, on peut quand même un peu pallier à ça, pas beaucoup. On va dire, en tant qu'utilisateur, il y a quand même un mode avion qui existe dans l'application. Donc, par exemple, vous pouvez vous en servir tout le long de la journée si vous ne voulez pas que vous soyez, entre guillemets, espionné, et juste l'activer quand vous voulez retrouver quelqu'un que vous avez croisé en soirée, par exemple, ça peut être une possibilité. Donc, c'est notamment ce qu'utilise en fait Waze. Voilà. Ils ont inséré un nouveau mode en fait qui fait exactement la même chose. Pardon. Une autre possibilité aussi, c'est de blacklister les gens, mais bon, c'est fastidieux puisqu'il faut regarder dans la liste et puis les blacklister manuellement. Le serveur ne le fera pas pour vous, sauf si éventuellement les gens ont des comportements suspects. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de vraie solution.
L'outil, on a pensé aussi à l'améliorer. Parce que bon, pour l'instant, c'est vraiment un POC qu'on vous a montré, mais on peut imaginer aussi des trucs qui sont un peu plus avancés, qui détectent si l'agent a été détecté, etc. Peut-être même ajouter d'autres plugins. Donc ça peut être en utilisant d'autres méthodes de géolocalisation que Julien vous a présenté au début. Donc on pourrait de cette manière en fait combiner toutes les données de localisation pour essayer de gagner en précision. Et voilà, on pourrait très bien imaginer utiliser une autre application de rencontre par exemple qui utilise les mêmes Facebook ID pour retrouver les mêmes personnes, et en plaçant entre guillemets les agents d'autres endroits, on pourrait vraiment améliorer la précision, on peut même doubler notre grille par exemple. On pourrait aussi en fait crawler des réseaux sociaux qui font fuiter des informations de géolocalisation. Donc par exemple sur Google+, bon, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de monde sur Google+, mais il faut savoir quand même que les images que vous uploadez, si elles contiennent des informations de localisation dans les entêtes EXIF, et ben en fait Google+ va les afficher. Donc si vous avez mangé je ne sais pas quoi à midi, vous voulez partager avec vos amis sur Google+, vous prenez votre photo avec votre smartphone, en Samsung, je ne sais pas quoi, il y a de fortes chances en fait que la localisation se retrouve dans l'image. On peut aussi utiliser la fonctionnalité de Facebook, donc Facebook Nearby, qui est assez nouvelle, elle a été introduite il y a quelques semaines. Donc si vous allez voir dans votre application Facebook smartphone, en fait, vous avez un menu qui vous permet de découvrir des gens qui sont autour de vous. Donc on pourra aussi imaginer retrouver des gens de cette manière. Bon, en tout cas, pour nous, c'est une mission qui termine en succès, puisqu'on peut suivre Jean-Pierre. Donc ça, c'est assez intéressant. Si on combine en plus avec la présentation de Fluxus, on pourrait même suivre les gens jusqu'à chez eux, pirater leur interphone, rentrer chez eux, enfin bon, ça peut aller loin, tout ça. On peut vraiment attraper Jean-Pierre. En plus, notre appli, on pourrait l'étendre à pas mal de choses qui utilisent le GPS. Nous, tout ce qu'il nous faut, c'est juste un identifiant de personne. Donc, ça peut être un Facebook ID, ça peut être n'importe quoi. Une position, on va dire, à peu près précise. Et un timestamp, voilà, on envoie tout ça à Google Maps API, et puis il nous retrace à peu près le trajet qui a l'air cohérent. Et ce qu'on se rend compte, c'est que, on nous présente pas mal de choses qui nous font peur sur la surveillance de masse, etc. Bon, nous, en fait, avec 0 €, on a fait un truc assez sympa. On peut suivre les gens dans Paris, par exemple. Donc, il n'y a pas besoin d'être une agence gouvernementale ou être un géant de l'Internet comme Google, Facebook, etc. pour suivre les gens. Donc, mission accomplie. Petite note finale, faites attention, entre guillemets, même si, bon, malheureusement, on n'a pas forcément le choix. Quand vous installez une application, il n'y a pas que la localisation qui peut, entre guillemets, faire fuiter aussi votre position. Donc, on a vu en début, ça peut être l'état Wi-Fi pour récupérer le SSID, par exemple. Ça peut être les informations GSM pour récupérer le Cell ID. Voilà, il y a plein d'autres méthodes qui pourraient permettre de faire fuiter votre position. Donc, voilà. Et comme note finale, ne soyez pas un Jean-Pierre. Je vous remercie. Des questions ? Bonjour et merci pour cette présentation. Pour faire vos géolocalisations, vous avez dû spoofer votre position géolocalisée pour chacun de vos agents. Vous n'avez pas mis des smartphones partout dans Paris? Non, on n'a pas. En fait, le but, c'est de faire un truc du pauvre. Donc, on n'avait pas de quoi acheter des smartphones, même des Nexus à 300 €. On n'a pas les sous pour les acheter. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est tout simple. C'est pour te géolocaliser dans l'application, c'est une requête POST. Okay, donc, en fait, c'est 2 requêtes POST. C'est parce que l'application, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise les données de ton téléphone pour binder ta session. Donc elle dit, moi j'utilise, je sais pas, un OnePlus, la version de mon truc c'est ça. Donc en fait, ça permet de faire un fingerprint de ton device. Et en fait, on avait eu un problème parce qu'on utilisait le même fingerprint de device pour tous nos agents. Et on disait, c'est bizarre parce que lui, cet agent-là, il n'a pas l'air de bouger. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, on déroulait tous les bindings avec la première requête POST. Et après, on déroulait... on avait une fonction entre guillemets GoTo qui permettait d'actualiser la position de notre agent. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que le dernier qui bougeait,
le dernier en fait qui avait été bindé qui bougeait. Et en fait, on a juste changé, on fait le binding avec une requête post HTTP basique, hein, et ensuite le changement de position, et on fait ça pour chaque agent. Et donc ça tient dans un thread, quoi. Il n'y a pas de... Donc en fait, pour résoudre le problème, l'application elle a juste à chiffrer ces données avec une clé publique, enfin une clé de chiffrement, et donc dans ce cas-là, ce sera plus facile pour vous de chiffrer les locations. En fait, il suffira d'instrumenter le code de l'application pour pouvoir faire la même chose, quoi. C'est juste à partir du moment où on sait comment envoyer les données au serveur, c'est bon. Mais en fait, là, pour le moment, toutes les applications, par exemple Waze ou celle-ci, la seule méthode vraiment, la contre-mesure qu'ils ont trouvée pour protéger leurs utilisateurs, c'est de leur dire vous avez un mode en fait qui met l'application en off. Ça éteint complètement le système. Ou sinon, il y a dès que vous voyez un mec un peu chelou, vous faites blacklister et il vous verra plus jamais et vous le verrez plus jamais. Mais bon, ça requiert une action de l'utilisateur pour se protéger. Mais il n'y a pas encore vraiment de détection parce que nous, nos agents, quand ils bougeaient tous exactement du même vecteur et l'application, ça lui a jamais posé de problème. Donc voilà. Merci.